Bonjour. Le programme de mécanique de PCSI se conclut avec les deux chapitres qui vont venir. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons parler de cinématique du solide, c'est-à-dire que nous allons décrire le mouvement d'un solide sans s'intéresser aux causes de ce mouvement. Et dans le chapitre d'après, dynamique du solide, nous verrons comment interagit le solide avec son environnement extérieur. Nous avions fait exactement la même chose dans le cadre de la mécanique du point. Alors, comment est-ce qu'on définit un solide et plus particulièrement un solide indéformable ? Pour le moment, on n'a fait que de la mécanique du point, c'est-à-dire qu'on a supposé que toute la masse du solide était réunie en un seul point. Eh bien, on va décrire un solide comme un assemblage de plein de points matériels qui seront liés les uns aux autres. Donc par exemple, ce grand cube, on va le décrire comme l'assemblage de tout petits cubes de volume élémentaire qui sont liés les uns aux autres et donc qui vont interagir les uns avec les autres et avec leur environnement extérieur. Ce solide, on dira qu'il est indéformable lorsque, quand on prend deux points A et B du solide, la distance entre A et B est constante. Par exemple, si je prends comme point A le coin qui est ici et comme point B le coin qui est ici, on dira que le solide est indéformable si la distance AB reste constante au cours du mouvement. Donc ça va exclure certaines situations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire, nous, cette année, le mouvement d'un solide qui sera par exemple mou, ou on ne pourra pas décrire ce qui se passe lorsqu'on a un solide qui se casse. Alors comment est-ce qu'on repère un solide ? On en a déjà parlé dans l'année, donc je vais faire assez rapide. Pour repérer un point, on en a beaucoup parlé, il faut se donner un repère, et dans ce repère, on va donner la position du point avec trois paramètres. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, comme c'est le cas ici, on va repérer la position du point M par son abscisse X, son ordonnée Y et son altitude Z. Évidemment, on peut repérer la position du point M en coordonnées cylindriques avec R, θ, Z, ou en coordonnées sphériques. Pour repérer un solide, il nous faut un peu plus de paramètres. Si je considère un solide ici, un cube, et que je considère un repère que j'appelle R-sol qui est lié à ce solide, c'est-à-dire que les axes du repère R-sol sont solidaires du solide. Par exemple, pour mon cube, je vais prendre un repère R-sol avec trois axes, ici, qui sont le long de trois arêtes orthogonales. Quand je prends la position d'un point A du solide, quel qu'il soit, alors les coordonnées de A dans R-sol restent toujours les mêmes au cours du mouvement. C'est la définition d'un repère lié au solide. Et bien repérer un solide, c'est exactement la même chose que repérer la position et l'orientation dans l'espace du repère R-sol. Donc par exemple ici, il va me falloir trois coordonnées permettant de repérer l'origine du repère R-sol, donc le point qui est ici, et il va me falloir trois angles qui me permettent de repérer l'orientation de R-sol dans l'espace, pour savoir si on a quelque chose qui est orienté comme ça, ou plutôt comme ça par exemple. Le premier type de mouvement particulier qu'on va voir pour un solide, c'est le mouvement de translation. Alors le mouvement de translation, c'est assez simple, c'est un mouvement pour lequel l'orientation du solide dans l'espace reste la même. Par exemple, ici, j'ai dessiné un solide de forme un peu quelconque. Eh bien, un mouvement de translation, ça peut être un mouvement comme celui-là. On a le solide qui se déplace, son mouvement est a priori quelconque, mais on peut voir que son orientation reste toujours la même. Je reprends maintenant la figure précédente qui est ici. Et je dessine le solide au cours de son mouvement de translation dans deux positions successives, à un instant t et à un instant t plus dt, où dt est infiniment petit. On prend trois points du solide, choisis de manière arbitraire, et on regarde comment ils se sont déplacés. Si je note ce point-là, A, alors A de t, c'est la position de A à l'instant t, A de t plus dt, c'est la position du point A à l'instant t plus dt, et que je trace le vecteur déplacement élémentaire, A de t plus dt, eh bien on peut voir qu'il est identique
quel que soit le point que j'ai choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points du solide, pendant l'intervalle de temps dt, se sont déplacés d'exactement le même déplacement élémentaire. Et donc par définition de la vitesse, ça veut dire que la vitesse de tous ces points est la même. Donc en mécanique du solide, on caractérisera un mouvement de translation comme le mouvement d'un solide dans lequel tous les points ont la même vitesse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour décrire le mouvement du solide, c'est pas la peine de décrire le mouvement de tous les points du solide, il suffit de décrire le mouvement d'un seul point. C'est exactement ce qu'on a utilisé quand on a utilisé le modèle du point matériel. On décrivait le mouvement d'un point, et le mouvement de ce seul point suffisait à décrire le mouvement global de tout le solide. Alors, dans les mouvements de translation, on va regarder plus particulièrement deux mouvements, la translation rectiligne et la translation circulaire. Comme son nom l'indique, dans le cas d'un mouvement de translation rectiligne, tous les points du solide ont un mouvement rectiligne. Donc vous avez un exemple ici, avec un solide qui se déplace et la trajectoire de 4 des points du solide, ici les 4 coins du rectangle, qui sont rectilignes. Alors on peut avoir un mouvement qui est rectiligne uniforme si la vitesse est constante au cours du temps. On peut avoir un mouvement uniformément accéléré. On peut aussi avoir un mouvement sinusoïdal, rectiligne sinusoïdal, si par exemple ce solide fait des allers-retours comme ça. Le deuxième mouvement qui va nous intéresser, c'est le mouvement de translation circulaire. Donc pareil, comme son nom l'indique, dans le mouvement de translation circulaire, tous les points du solide ont un mouvement circulaire. Alors on va regarder un solide en mouvement de translation circulaire et on va regarder ce qu'on peut dire des trajectoires de ces points. Sur l'animation que vous voyez, nous avons un solide qui est en mouvement de translation circulaire. On voit qu'il a un mouvement qui décrit à peu près un cercle. Si je fais tracer au cours du mouvement la trajectoire de chacun des coins de ce carré, on voit bien que chacun des points a une trajectoire circulaire. Alors ce qu'on remarque, c'est que les trajectoires circulaires de tous ces points sont des cercles qui ont des centres différents à chaque fois. On retiendra donc que lors d'un mouvement de translation circulaire, tous les points du solide ont un mouvement circulaire de centres différents. Nous allons maintenant voir le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors on va considérer une droite que j'ai notée delta qui sera fixe dans le référentiel R, qui est le référentiel qu'on utilise pour décrire le mouvement du solide. Et on dira de manière un peu formelle que le solide est en rotation autour de l'axe delta si delta est fixe dans le référentiel R sol, c'est-à-dire que delta est fixe par rapport au solide. Donc si vous êtes un observateur assis sur le solide par exemple, alors vous verrez la droite delta immobile. Alors le plus simple, c'est de voir ce que ça donne en mouvement. Sur cette animation, nous avons un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. L'axe de rotation du solide, c'est un axe qui est perpendiculaire au plan de la figure et qui passe par ce point. Ici, l'axe appartient au solide. C'est exactement le même exemple que celui de la figure du transparent précédent. Et on va tracer au cours du mouvement la trajectoire des 4 coins de ce solide. Alors ce qu'on voit, c'est que lors d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, les 4 coins ont une trajectoire circulaire et que les cercles décrits par ces 4 coins ont tous le même centre. Ce centre, c'est le point A, et c'est donc le point qui appartient à l'axe de rotation. Voilà un deuxième exemple de mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Celui-là est un peu plus compliqué parce que l'axe de rotation du solide n'appartient pas au solide. On le voit bien, tous les points du solide sont en mouvement. Il n'y a aucun point qui est à l'arrêt. Si je trace de nouveau la trajectoire des 4 coins
de ce solide, on a de nouveau des trajectoires circulaires qui ont toutes le même centre, et on peut voir que donc l'axe de rotation est situé ici. C'est le centre de ces 4 cercles. Pour résumer, lors du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, tous les points du solide ont un mouvement circulaire dont le centre est situé sur l'axe de rotation du solide. L'axe de rotation peut appartenir au solide comme sur cet exemple, mais il peut également être à l'extérieur du solide comme sur cet exemple. Je rajoute un point. On appellera vitesse angulaire de rotation du solide la vitesse angulaire de chacun des points au cours de leur mouvement. Ça a un sens de parler de vitesse angulaire de rotation car tous les points du solide font un tour pendant la même durée. Quelques remarques. Ça n'a aucun sens de parler de vitesse du solide car tous les points du solide se déplacent à des vitesses différentes. En effet, plus un point est écarté de l'axe de rotation, plus sa vitesse est importante. Dans le mouvement de translation, on peut parler de vitesse du solide car tous les points ont la même vitesse. Donc dans un mouvement de rotation, on parlera de la vitesse angulaire du solide. Et un solide en rotation autour d'un axe fixe est un système à 1 degré de liberté. Ici, il suffit de donner un angle pour avoir la position du solide dans l'espace. Pour terminer, nous allons essayer d'exprimer la vitesse d'un des points du solide au cours de son mouvement. J'ai complété la figure précédente avec quelques données que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons un cube en mouvement de rotation autour d'un axe delta qui est confondu avec l'arête qui est ici. Et on va essayer de repérer la trajectoire d'un point de ce solide. Ici, j'ai pris le point P qui correspond à ce coin. Évidemment, on peut prendre n'importe quel point du solide. On vient de voir que le point P a une trajectoire circulaire et que le centre de ce cercle est situé sur l'axe de rotation. Ici, c'est le point H. Notez une chose, si je prends un point P qui est à une altitude différente, plus bas par exemple, le centre du cercle ne sera pas le même, mais il appartiendra quand même à l'axe de rotation. Il sera en dessous du point H. Comme le mouvement du point P est circulaire, je vais repérer sa position en utilisant une base polaire. Donc j'ai introduit un vecteur radial UR ici collinéaire au vecteur HP, un vecteur orthoradial Uθ qui est une rotation de plus π sur 2 du vecteur UR. L'angle θ qui me permet de repérer la position du solide est ici. Je l'ai défini par rapport à une arête choisie de manière arbitraire. Pour exprimer la vitesse du point P, par définition, il faut calculer la dérivée du vecteur position, donc du vecteur OP. Par une relation de Schall, on peut écrire que OP, c'est OH plus HP. Et donc la vitesse du point P sera la dérivée de OP. Le vecteur OH étant fixe au cours du mouvement, sa dérivée temporelle est nulle. Donc la vitesse du point P, c'est la même chose que la dérivée du vecteur HP. Et donc on se retrouve dans la situation qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois, où on repère la position du point P par rapport au point H. La vitesse de notre point P, c'est donc R, la distance au centre, multipliée par la vitesse angulaire θ point du solide. R θ point Uθ. On peut réécrire cette expression en introduisant notamment la direction qui correspond à la direction de l'axe de rotation. Ici, j'ai appelé U delta un vecteur unitaire orienté collinéaire à l'axe de rotation et dont le sens permet de donner le sens de rotation du solide. Donc ici, ce serait le sens que je vous indique. Ce sens, il est défini avec la règle du tire-bouchon, la règle de la main droite, qu'on a déjà rencontrée. On met le pouce dans la direction de delta, et avec les doigts, ça nous donne le sens de rotation. Rθ point Uθ peut se réécrire θ point U delta vectoriel HP. Alors, pour s'en convaincre, on peut regarder les normes et le sens du produit vectoriel. Au niveau de la norme de ce produit vectoriel, c'est la norme du premier vecteur, donc θ
θ point, comme U delta est unitaire, multiplié par la norme de HP, c'est R. U delta et HP sont perpendiculaires, donc le sinus de l'angle vaut 1, donc on a bien Rθ point. Et si vous faites le produit vectoriel U delta par HP avec vos 3 doigts, vous retrouverez le vecteur, la direction du vecteur U delta. Donc on va réécrire Rθ point U delta sous cette forme-là, ce qui va nous permettre de mettre en évidence ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, on va l'appeler le vecteur instantané de rotation grand oméga. Et donc, lors d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, le mouvement du solide sera caractérisé par ce vecteur instantané de rotation grand oméga, dont la direction est la direction de l'axe de rotation. Le sens indique le sens de rotation avec la règle de la main droite. Donc ici, le vecteur grand oméga, il serait orienté vers le haut pour un mouvement dans ce sens-là. Si vous inversez le sens de rotation, c'est-à-dire comme ceci, on mettra le vecteur grand oméga vers le bas. Et la norme de grand oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation. À ce moment-là, la vitesse de n'importe quel point P du solide s'écrira sous cette forme-là, où H est le projeté orthogonal de P sur l'axe de rotation. Alors cette relation, on ne va pas l'utiliser très souvent, c'est surtout un prétexte pour vous introduire ce vecteur grand oméga qu'on retrouvera beaucoup dans le chapitre qui suit. Je termine rapidement pour vous présenter ce qui se passe dans le cas d'un mouvement quelconque, dans le cas général. Nous, on va se limiter dans le chapitre qui suit à l'étude de mouvements de translation ou de rotation autour d'un axe fixe, mais ça ne coûte pas grand-chose de regarder ce qui se passe dans le cas général. Et bien dans le cas général, c'est assez simple. Un mouvement quelconque, ce sera la composition d'un mouvement de translation sur lequel va se rajouter un mouvement de rotation. Je vous montre ce que ça donne sur un cas concret assez simple. Ici, on a la composition d'un mouvement de translation rectiligne uniforme dans cette direction, sur lequel s'ajoute un mouvement de rotation de notre carré. Donc on arrive assez facilement à séparer les deux mouvements qui sont présents ici. Par contre, vous pouvez voir que les trajectoires des coins du carré sont plus compliquées que les exemples qu'on a vus juste avant.